Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans Ça déraille, le podcast sur un sport de déglingo. Vous avez compris, on va débriefer un Milan-San Remo historique, que ce soit chez les hommes, bien sûr avec le scénario de folie, mais aussi chez les femmes, puisque c'était tout simplement la première édition. Ils ont donc vécu un moment d'histoire avec moi, ils sont présents depuis tout à l'heure. D'abord Jérémy, bien sûr le meilleur élève, qui a adoré, je suppose, cette petite coursette italienne. Ouais, j'ai adoré. Salut à tous. Salut à Anthony qui n'est pas là aujourd'hui, mais à qui on pense très fort parce qu'il a dû passer un sacré après-midi hier. Et la bise à Steve Chanel parce que je sais qu'il nous écoute et je l'ai accusé d'avoir volé mon 4 couleurs, mais finalement je l'ai retrouvé au fond de mon sac. Ah, bravo. Au moins ça c'est fait. On a innocenté une personne. Anthony, oui, qu'on salue, qui nous a laissé un petit vocal. Pour tout vous dire, on vous cache rien ici, qui nous a laissé un petit vocal hier. Il était 17-18h. Il avait commencé l'apéro. Voilà, on n'a pas tout compris, mais en tout cas l'analyse a été faite à chaud. Ça, c'est sûr. Il avait fini l'apéro. L'analyse a été faite à chaud. Et donc, la Tib qui était avec nous aussi pour ce moment important, qui a bien sûr, je suppose, apprécié la course hier et qui a même une casquette de supporter aujourd'hui. C'est ce qu'il m'a montré avant qu'on commence l'antenne. Eh bah oui, hein, c'est la casquette VDP, la casquette qui aura, on va dire, animé le vocal d'Anthony Nicolas, qui, malgré son manque de cheveux, doit avoir un sacré mal de cheveux, ouais. De crâne aujourd'hui. On lui fait une bise, j'espère que nous réécoutera et pourra nous donner de ses nouvelles. En attendant, avant de commencer la première partie, on va faire que sur Milan-San Remo. On va parler bien sûr de ce qui va arriver sur les classiques, etc. Mais on va faire que ça. Il n'y aura pas de deuxième partie. Il y aura sûrement un quiz concocté par Jérémy. On m'a demandé d'ailleurs dans les commentaires avant l'émission. Je rappelle encore une fois, c'est la 10e fois aujourd'hui, on est sponsor par l'ACA, l'assurance vélo collective. Donc l'ACA, vous commencez à connaître si vous nous écoutez depuis un petit moment. Donc c'est une assurance pour couvrir votre vélo, votre chouchou, du vol, de la casse, etc. Enfin bref, il y a un petit peu tout ce qu'il faut avec le code CELERA. Vous avez en plus 30 jours gratuits, ça c'est fait. On va pouvoir maintenant entrer dans, ça me fait vibrer, c'est le tempo. Putain, t'as fait une bonne sortie aujourd'hui, hein. Papa va rentrer et puis il va aller faire du tempo maintenant, hein. Quoi, ça te fait pas, non, ça te fait pas vibrer ce qu'on va vivre là, Jérémy? Là, on va décrypter un Milan-San Remo historique, légendaire, avec donc la victoire de Mathieu Van Der Poel. Je vais essayer de vous le résumer très vite, mais si vous l'avez pas vu, je sais pas ce que vous faites là. Donc attaque de Pogačar dès la Cipressa, avec seulement Ganna et Van Der Poel dans la roue, puis ensuite le Poggio avec des attaques en veux-tu en voilà, Ganna qui revient, un sprint de folie de Van Der Poel et donc le Néerlandais qui gagne devant Pippo Ganna et donc Tadej Pogačar. Jérémy, qu'est-ce que... Oui, bah déjà, si vous ne l'avez pas vu, vous allumez votre application Max, vous cliquez sur le replay de ce Remo, vous calez à 27 km 500 très précisément et vous laissez porter parce que les derniers 3 quarts d'heure sont juste immenses. Je crois qu'on avait envisagé beaucoup de scénarios dans la preview de San Remo la semaine passée et celui-là, malgré le vent de dos annoncé, me semblait quand même assez peu probable dans la mesure où je croyais pas Pogačar capable de décrocher Van Der Poel. Il a quand même tenté, grand bien lui en a pris parce que le podium était déjà quasiment assuré au sommet de la Cipressa. Mais tout est fou en fait dans ce final. Tout est fou, de Romain Grégoire qui essaye de s'accrocher, de Filippo Ganna qui se fait décrocher 2 fois, mais qui revient dans le dernier kilomètre, de Van Der Poel qui contre au sommet du Poggio, alors qu'il y avait eu un petit coup de bluff à mi-pente, et il s'était légèrement fait décrocher, et puis ce sprint. Van Der Poel préfère les sprints toniques, punchy, plutôt sur une courte distance, et là il lance, mais il a lancé depuis les Pays-Bas, tellement il a lancé de loin, et à la fin il te dit, mais ouais, mais c'était tout calculé, parce que je savais que j'allais surprendre, et cet hiver j'ai travaillé mes sprints longs. Honnêtement, j'avais jamais vu un San Remo comme ça, c'était juste dingue. Ouais, non, mais c'était une folie furieuse. Tes impressions à chaud, bon, même si on est un peu plus loin de Milan-San Remo, mais à chaud, Thibaut aussi, c'est quoi que tu retiens de cette édition historique? Moi, je retiens que 3 décennies après, 29 ans après le coup de réussite de Gabriel Colombo, on arrive enfin à s'extirper de la Cipressa. Le Poggio était le juge de paix jusqu'à présent pendant près de 30 ans et on a réussi à bousculer un peu la hiérarchie et ça va donner un leitmotiv pour les années à venir parce que maintenant on sait que c'est possible.
Et surtout, on s'y attendait quand même, Jérémy. Enfin, ça fait un petit moment qu'il y avait des rumeurs comme quoi la cyprès-chave pourrait être utilisée au bout d'un moment. C'est vrai que personne n'avait n'avait réussi à le faire et c'était vraiment tenté. Voilà. Et maintenant, ça y est, c'est fait. Quand on a vu l'attaque de Pogacar, on dit ça y est, il est fou, c'est parti. Il l'avait dit depuis un petit moment, maintenant il l'a fait. Ouais, moi je m'y attendais pas, hein, sincèrement. Je pensais qu'on allait encore rester au stade du mythe. Je m'attendais à voir Wellens effectuer un gros tempo avec peut-être Del Toro qu'on n'a finalement pas vu et en dernier recours Narvaez. Mais moi, ce qui m'inquiétait, c'était de me dire si Pogacar largue tout le monde, il va devoir se faire toute l'approche du Poggio tout seul. Finalement, il l'a pas fait. Il y avait Van Der Poel et il y avait Ghana et les deux collaboraient. Quel aurait été le destin de cette course si Pogacar avait lâché tout le monde? C'est difficile à dire. Est-ce qu'il aurait réussi à résister? Peut-être, parce que c'est Pogacar. Mais en tout cas, il a eu le mérite d'essayer. Il s'est renouvelé par rapport à ce qu'il avait proposé l'année dernière et il faudra encore qu'il se renouvelle l'année prochaine. Mais Latib a raison, ça ouvre le champ des possibles. On a vu que c'était un scénario où tu pouvais jouer la gagne, que c'était une stratégie gagnante et pas une stratégie simplement dite de panache. Donc ouais, c'est quand même cool. On est quand même très très loin, les gars, des Milan-San Remo qui ont vu gagner les poids lourds du peloton. Les Cavendish, Arnaud Démare, etc. Ah ouais, on est loin de tout ça. Hein. Ouais, c'est la folie. On peut se poser la question en fait. On peut se poser la question si Milan-San Remo, le monument des sprinteurs, n'est pas devenu le monument des punchers-grimpeurs. Pour moi, c'est aussi du fait des profils. Hein. C'est plus la conjoncture actuelle. Tu as des gars qui sont capables de s'extirper un petit peu partout parce que Pogacar, il est capable de s'échapper sur une étape toute plate due à eux. Ça n'existait pas avant, tu vois. Donc je me dis peut-être que là, on a 4, 5, 6 ans où ça profite aux punchers et qu'un jour, peut-être, ça redeviendra le monument des sprinters. Mais c'est vrai que pour le moment, même si tu as quand même des bons sprinters dans le deuxième groupe, hein, tu vois, je vois un Olaf Koy, Pedersen et compagnie, ils sont dans le top 10. Mais si loin, à des années-lumière de la gagne. Ouais, et puis il y a aussi le fait que voilà, on a des générations un peu différentes. Là, il y a Tadej Pogacar qui est quand même à la base un coureur de grand tour qui s'est essayé au classique, au monument. Et là, peut-être cette année, Paris-Roubaix, on aura le temps peut-être d'en parler. Mais ça aussi, c'est assez rare. Je voyais aussi dans les commentaires, c'est comme si Contador venait sur Milan-San Remo à un moment. On a vu Nibali aussi s'essayer et réussir. Donc en fait aussi, il y a aussi un abandon peut-être de ces punchers grimpeurs pendant un petit moment en disant non, c'est pas fait pour nous, c'est pas par rapport à notre programme, etc. Mais là, comme les codes ont été totalement bouleversés, du coup, tout est possible. Et les courses, on le dit souvent, cette phrase, c'est les coureurs qui font la course. Là, justement, là, ça a bien démontré, on fait ce qu'on veut en fait. On peut aller jusqu'au sprint, on peut attaquer dans la Cipressa. En fait, le scénario, il est jamais écrit à l'avance, Thibaut. Ouais, non, jamais. On pouvait penser que Tadej Pogacar pourrait s'extirper dans la Cipressa. Après, accompagné ou pas, c'était la question. Mais quand tu vois qu'il relaye au sommet le peloton à plus de 35 secondes, ça lui ouvre le champ des possibles. Et on voit, hein, c'est une classique qui risque de se jouer de loin et va falloir trouver vraiment la recette gagnante. Tadej Pogacar nous le disait en interview au départ. J'espère et je vais chercher la recette. La recette, visiblement, il l'a trouvée et à mon goût, elle était presque suffisamment épicée, même si ça manquait peut-être un peu de sel. Et le sel, il aurait fallu le mettre dans l'entrée au niveau du Capo Berta. Mais une fois qu'il aura trouvé de quoi débloquer cette course avant la Cipressa pour la compenser bien placée, faudra voir s'il finira accompagné au sommet de cette Cipressa, en fait. Justement, c'était une question. Ouais, vas-y. Très, très simple aussi. Hein. L'unique problème de Pogacar depuis 2 ans, c'est Mathieu Van Der Poel. Ouais. Si t'as pas Van Der Poel cette année, si t'as pas Van Der Poel l'année dernière, Pogacar il gagne les deux. Hein. Donc quelque part, ouais, il a trouvé la recette, sauf un. Et ça sera peut-être le plus dur parce que finalement, Milan-San Remo, c'est peut-être le monument qui correspond le plus aux qualités de Van Der Poel et peut-être même plus que le Tour des Flandres qu'il a gagné 3 fois. Et rapidement, Contador, c'était Milan-Turin. Hein. Johan, il est jamais allé sur Milan-San Remo. Ouais, mais justement, c'est ce que je disais, il avait jamais été dans ce genre de classique, on va dire. C'est ça que je voulais dire. Il a jamais été là-bas, mais c'est vrai que Nibali avait été capable de gagner. Donc il réinvente pas tant que ça, mais Nibali était quand même parti beaucoup plus près de l'arrivée.
Ouais, mais Nibali avait déjà tenté. 2014, il avait tenté le coup de la Cipressa, il s'était extirpé, il avait été rejoint au pied du Poggio. Pantani avait fait pareil en 99. On peut estimer que Tadej Pogacar est dans cette filière de grimpeurs, mais qu'il est meilleur que ces deux coureurs. Bon, Pantani avait été un peu avantagé par les motos, mais pour le Pas que coup, les motos. ouais, c'est un coureur qui peut s'extirper comme Nibali l'a fait dans cette Cipressa. Peut-être en solitaire, peut-être accompagné, hein. On cite Mathieu Van Der Poel, mais bientôt il aura une autre équation à résoudre avec la présence de Remco Evenepoel qui devait être présent sur cette édition. Donc il peut peut-être aussi trouver des alliés de taille avec l'effectif aussi des Visma Lease the Bike, un Matteo Jorgensen. Au vu de ce qu'on a vu, il peut aussi basculer avec un Tadej Pogacar et ça peut faire son jeu au final dans ce Poggio face à un Mathieu Van Der Poel. Alors, moi, j'ai une question, Jérémy, pour toi. Qu'est-ce Ouais, que peut faire Tadej Pogacar de plus pour gagner? Parce qu'en fait, il a tout fait bien, ou quasiment. Enfin, on pourra parler du sprint après derrière s'il faut, il y a pas de problème. Mais il a quasiment tout fait bien. En fait, le seul problème, c'est qu'il faut attendre que Van Der Poel prenne sa retraite ou soit moins bon. En fait, c'est les seules solutions. Enfin, c'est mon avis, mais je vois pas qu'est-ce qu'il peut faire de plus. Pour moi, hier, il pouvait pas gagner. Il pouvait pas gagner parce que Van Der Poel était trop fort, trop malin et que tactiquement, Van Der Poel n'a pas fait d'erreur. La seule chose qu'il aurait pu faire de différent, c'est de prendre le risque beaucoup plus tôt de laisser rentrer Ghana et de dire à Van Der Poel à partir du sommet du Poggio, maintenant je roule plus. Maintenant c'est toi, tu te débrouilles. En cas d'arrivée au sprint, je sais ce qui va se passer parce que on a beau dire c'est à la fraîcheur, etc. Pogacar il a jamais battu Van Der Poel au sprint pour la gagne. Au Tour des Flandres, ils étaient arrivés à 2, Pogacar fait 4. Ouais. Sur le 3, Ouais, ils l'année étaient tous les dernière, trois, ouais. l'année d'avant, Il y a 2 ans. Ouais. sprint à 3, Pogacar fait 3. Donc, pour moi, c'était peut-être le seul moyen de faire flancher Van Der Poel, c'était de lui dire écoute, si Yana rentre, c'est pas mon problème. De toute façon, si on sprint à 3, je suis quasiment sûr de pas gagner. Et puis d'essayer de faire une Longo Borghini dans les 2 derniers kilomètres, en partant du principe que Ghana allait rentrer, peut-être lui aussi essayer de mettre le bordel. C'était de rendre le final peut-être un peu moins lisible, un peu moins facile pour Van Der Poel. Maintenant, Pogacar, c'est un gars qui a de l'ego, c'est un gars qui réfléchit pas comme les autres, qui a envie de se faire plaisir et qui est devant avec Van Der Poel et il va pas dire à Van Der Poel vas-y tu roules tout seul parce que tout simplement ce serait aussi un aveu de faiblesse de se dire finalement c'est pas moi le cador, c'est plutôt toi. Et quand ils se sont arrivés au sommet du Poggio là, bugne à bugne, qu'ils étaient côte à côte, qu'ils se sont parlé, d'ailleurs Van Der Poel a même pas compris ce que Pogacar lui avait dit ou alors il a fait mine de pas comprendre. C'était un peu pour dire attends hey, tu m'as attaqué, tu m'attaqueras plus parce que tu me lâcheras pas. Maintenant on va se la faire les yeux dans les yeux, tu vois. Donc je pense que peut-être là, il y a quelque chose à refaire dans le final, mais c'est vraiment pour chipoter, parce que sinon il a tout bien fait. Et je suis d'accord avec la Tible, j'ai fait un gros tunnel, mais je vais finir là-dessus. Un Evenepoel au top niveau, très probablement il accompagne les deux, et ça peut changer, parce qu'Evenepoel, lui, au sprint, même s'il a beaucoup progressé, il ne battra pas non plus Van Der Poel, et il battra pas non plus Pogacar. Donc lui, il a tout intérêt à semer la zizanie dans le final, et là, ça aurait pu être très intéressant. Jorgensen, à date, je ne suis pas encore convaincu. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas le faire dans le futur, mais ce que j'ai vu sur lui des monuments l'année dernière, et notamment le Tour des Flandres, me fait dire que c'est encore un peu trop limité. Très bien. Thib, pour les pistes. En fait, est-ce que Pour les pistes, du coup, que tu peux donner à Tadej Pogacar en tant que directeur sportif de son équipe. Quand tu vois que ta ligne au départ, Nils Politt, Vegard Seslangen et Domen Novak qui n'ont servi quasiment à rien dans les capis, c'est ce que tu peux faire de plus, c'est avant la Cipressa. Maintenant, en fait, la vraie question sur à partir de la Cipressa, c'est pas qu'est-ce que tu peux faire de plus, mais qu'est-ce que tu peux faire de moins. Parce que quand tu attaques une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 6 fois, 6 fois il a attaqué, c'est qu'il y a peut-être un problème et qu'il faudrait peut-être faire moins, mais que les attaques soient peut-être un peu plus intelligentes, placées à un meilleur moment. Sur la Cipressa, il a attaqué 200 mètres avant les plus forts pourcentages, donc attaqué de plus loin. Dans le Poggio, c'est pareil. Sur sa troisième attaque face à Mathieu Van Der Poel, il attaque avant les plus forts pourcentages, peut-être un peu par excès de confiance, un peu de manque de lucidité aussi peut-être. Donc il y a toujours eu une attaque qui a été déclenchée peut-être un peu trop tôt. Donc il aurait peut-être dû en faire un peu moins, mais un peu plus intelligemment. Il y a eu aussi cette image
je ne sais pas si vous avez pu la revoir, de Pogačar qui attaque, et à ce moment-là, Mathieu Van Der Poel a un bidon dans les mains. Je ne sais pas si vous avez vu, il a un bidon dans les mains. Il arrive, il le repose tranquillement, il le jette même pas, tu vois. Il se dit non, il le repose et il va chercher Pogačar. Et là, c'est là où, quand on revoit l'image, évidemment, de toute façon, on sentait qu'il allait en mettre une après, plus tard dans le Poggio, parce que juste pour montrer que voilà, moi je suis là et que tu n'arriveras pas à me lâcher et que je suis aussi fort que toi. Enfin bref, c'était fantastique. Alors, Surtout quand tu lui passes un relais. Ouais, mais il surtout. se fait attaquer 3 fois et il lui passe le relais. Et moi, je me suis dit, mais il fait une erreur. Jamais, il faut laisser passer, faut passer devant Pogačar alors qu'il t'a miné la gueule à peu près 5 fois auparavant. Et tu sais qu'il va t'en remettre une quand il en aura l'occasion. Donc, faut pas lui laisser la moindre fenêtre d'effet de surprise. Justement, si. Et Van Der Poel, on a très vite compris qu'il allait gagner, mais qu'il allait être très très dur à battre. Parce qu'il entame la Cipressa en 3e position, et un Van Der Poel qui est moins bien, il va jamais se porter devant. Il va se cacher, il va optimiser l'effet de drafting, il va se faire la peau, mais il va être un peu moins saignant. Là, il était en patron, alors que Pogačar revient de l'arrière avec Narvaez, mais il entame la Cipressa au-delà de la 10e place. Et surtout, le Van Der Poel qui est pas bien, c'est le Van Der Poel qui rentre un peu la tête, qui tangue des épaules. Là, non, franchement, on a vu qu'il était serein. L'épisode du bidon, moi, je l'ai pas vu en live. Et je crois qu'il y avait un mouvement de caméra, un truc de la Real qui a fait qu'on n'a pas vu la séquence en entier. Mais c'est assez révélateur. Il était tellement serein. Je pense qu'il savait au fond de lui que Pogačar le lâcherait pas. Ouais, non, mais je suis d'accord. Même si le visage était marqué pour tout le monde. J'ai un commentaire, tiens, dans le chat, et je voulais en parler un moment, mais allons-y, lançons-nous. On nous dit Wout à 100%, donc Van Aert évidemment pour ceux qui n'ont pas le nom de famille, à 100% arrive à les suivre. C'est vrai que dans l'équation, on a parlé de Jorgenson, on était jusqu'à Jorgenson quand même, mine de rien, et on a complètement oublié Van Aert qui est censé et qui a été on l'a pas oublié, Johan. Qui a réussi à le suivre. Qui a oublié San Remo. Oui. Le problème de Wout, c'est qu'il a déjà gagné San Remo et que, de toute évidence, ça l'intéresse plus tant que ça. Ouais. Donc moi, je le mets plus dans l'équation. Tant qu'il n'aura pas gagné les Flandres et Roubaix, San Remo, ça sera jamais une priorité pour lui. D'accord. Donc, Mais on parle de quel Wout à 100%? Le Wout prime d'il y a quelques années ou le Wout à 100% de cette année qui ne s'est pas frotté et qui probablement aurait peut-être même été au pied de la Cipressa, gêné par la chute à cause d'un mauvais placement? C'est vrai que dernièrement, ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu un Van Aert dans des grandes œuvres, mais après, encore une fois, il a été malheureux. Mais c'est vrai que. Je me refuse de juger et d'estimer quoi que ce soit sur la condition, l'envie et les forces en présence chez Visma et surtout au niveau de Wout, tant que le Tour des Flandres ne sera pas passé. Pour moi, ce sera le révélateur, c'est le gros objectif de Van Aert avec Roubaix évidemment la semaine d'après. Et là, on pourra tirer des premières conclusions. Mais tout ce qui se passe avant, sur sa condition, sur son envie de frotter, etc. Moi, je comprends aussi que Wout, aujourd'hui, il n'ait pas envie de frotter sur Kuurne ou sur le Nieuwsblad. Par contre, est-ce que ce sera pareil sur le Tour des Flandres? Je ne sais pas. Il a l'air tellement déterminé à aller le gagner. On verra. Ouais. Je l'ai vu tellement reculer que j'ai les mêmes inquiétudes que Steve. Je pense qu'il lui faudra plus de jours de course avant les monuments parce que ça va frotter énormément et qu'il va disperser énormément d'énergie à remonter un peu les morts. Oui, donc on verra ça, on attend de le voir, on pourra en discuter très rapidement. Je voulais faire un petit point sur Mathieu Van Der Poel et les monuments, parce que c'est plutôt pas mal depuis 2019, si ma mémoire est bonne, qui est le premier monument, il s'est mis dessus. Juste 19 monuments. 18 top 10, voilà, 7e monument pour Van Der Poel qui égalise Pogačar. En fait, je ne sais pas où est-ce qu'on va pas commencer à le classer dans une hiérarchie, mais c'est juste que ça y est. Enfin, on le savait avant avec son doublé l'année dernière, mais là, Van Der Poel, il a le palmarès, il est quand même hallucinant, Jérémy. Enfin, ça y est, on est passé dans un monstre total, quoi. Ouais, mais on n'a pas attendu hier. Oui, bien sûr, évidemment. Là-dessus, 7 monuments, c'est autant que Pogačar. C'est autant que Pogačar aussi sur le nombre de monuments différents, parce qu'il est à 3. Je crois quand même que ce sera difficile d'aller chercher un Lombardie, et ça, à mon avis, il n'envisage même plus. Liège. Il faudra des circonstances. Ah oui. Il faudra que Pogačar et Evenepoel ne soient pas à des niveaux de martiens. Et je pense qu'il s'est aussi rendu compte l'année dernière de la marche qui lui manquait pour aller gagner.
Et d'ailleurs, il avait eu un discours assez révélateur de ce qui se passe cette année. Il disait, plutôt que de perdre du poids, plutôt que de me focaliser sur la conquête d'un monument que je gagnerai peut-être jamais, je préfère optimiser ma condition et empiler les courses qui sont dans mes cordes aujourd'hui. Ouais, et Milan-San Remo en fait partie, comme le Tour des Flandres, comme Paris-Roubaix. Tu parles de doublé pour l'année dernière. Moi, j'ai presque envie de te parler de triplé. Parce que Milan-San Remo, il l'avait dans les jambes. Je pense que s'il passe un relais à Pogacar, c'est lui qui gagne. Et à l'arrivée, il fait quand même gagner Philipsen. Donc sa campagne de classique de Milan-San Remo à Paris-Roubaix, elle est quasiment sans faute. Le seul tout petit accro, c'est le sprint qui perd contre Pedersen sur Garo-Evelgem. Mais on a le Van Der Poel de l'année dernière qui est au moins aussi fort, qui est peut-être même un petit peu plus fort. Et ça promet pour la suite, évidemment. Lui, c'est le cyclisme qu'il aime. Là, il est en plein dans sa période. Au soir de Roubaix, alors je sais pas s'il a prévu d'aller à l'Amstel ou pas, mais en tout cas, à partir de mi-avril, on le reverra plus avant des mois. Et profitons-en. Ouais, et il y a deux gagnants. Hein. Il y a deux gagnants de ce Milan-San Remo. Le premier est assez surprenant, le premier que je vais citer, c'est Tadej Pogacar, parce qu'au final, il peut être rassuré d'aller faire une course aussi explosive et qu'on ne lui promettait pas dans la Cipressa. Donc il a de quoi espérer pouvoir gagner cette course avec des circonstances et peut-être une défaillance de Mathieu Van Der Poel ou une absence de Mathieu Van Der Poel. Mais Mathieu Van Der Poel en sort aussi grandi parce qu'on lui promettait honnêtement de se prendre une branlée et il n'y a qu'à voir la cote des bookmakers ou les avis sur les réseaux sociaux sur le Tour des Flandres. Honnêtement, maintenant, je le remets largement dans le jeu et dans un scénario à la 2023 avec un sprint en face à face à Tadej Pogacar. Je suis même pas sûr que Tadej Pogacar puisse lâcher ce Mathieu Van Der Poel sur le Ronde van Vlaanderen. Et surtout, ce qui est fou, c'est qu'on a longtemps attendu depuis quelques années, on se disait sur les classiques, ça va être Van Der Poel face à Van Aert. Et finalement, on a basculé dans ce duel qui est maintenant Pogacar vs Van Der Poel. Et en plus, comme Pogacar vient sur le terrain de Van Der Poel, parce qu'à la base, c'est quand même plus le terrain de Van Der Poel, ça qui est impressionnant, c'est que c'est maintenant, ils sont deux. Ils sont deux pour se jouer tous ces monuments. On a encore cette interrogation autour de Paris-Roubaix. Eux a dit que voilà, il réfléchissait encore quelques jours. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Jérémy, enfin c'est fou. On a basculé dans un duel. Déjà, on parle de Jonas Vingegaard et lui sur les grands tours, notamment sur le Tour de France. Et à chaque fois, il y a Pogacar dans l'eau de toute façon. Ouais. Et c'est vrai que je me suis fait un peu la réflexion hier. Le duel Pogacar-Van Der Poel a complètement éclipsé le Van Der Poel-Van Aert. Mais c'est aussi l'envie, je pense, de Van Aert de préparer son affaire dans son coin, avec la même recette que l'année dernière, mais en espérant sans sa chute, évidemment, à travers la Flandre. Et puis c'est aussi un moyen de s'enlever un petit peu de pression des épaules, parce que c'est vrai qu'au départ du Tour des Flandres, personne ne citera le nom de Van Aert comme un grandissime favori. Et Van Aert, il a quand même longtemps été handicapé par ça. Quand on fait le bilan de toutes les courses qu'il a disputées ces dernières années, de toutes les places d'honneur, etc., à chaque fois, il faisait partie des grands favoris et il a très peu gagné. Et moi, j'ai pas envie de l'enlever de l'équation, je me répète par rapport à ce que j'ai dit il y a 5-10 minutes, mais pour le Tour des Flandres, j'ai vraiment envie de croire en lui, déjà parce que j'aimerais bien qu'il gagne. J'aimerais bien qu'il gagne soit le Tour des Flandres, soit Roubaix, même si je pense que Roubaix est plus dans ses cordes que le Tour des Flandres, parce qu'il sera difficile de suivre les deux monstres. Ouais. Mais j'ai vraiment pas envie de l'enlever, j'ai vraiment envie de juger sur pièce. Donc laissez-moi encore, on est le 23 mars, laissez-moi encore un demi-mois. Et on pourra tirer des premières conclusions sur Wout. S'il fait 12e du Tour des Flandres et 14e à Roubaix, je te dirais c'est bon, on arrête les frais. Mais je suis pas sûr que ce soit le cas. Moi, j'ai vraiment le sentiment que cette année, Van Aert nous réserve quelque chose. Alors peut-être que je me trompe, peut-être que c'est un espoir vain et que j'essaye un peu la méthode Coué pour me convaincre. Mais à mon avis, le duel Van Der Poel-Van Aert n'est pas enterré. Alors, en tout cas, ça m'arrangerait parce que je l'avais mis comme star de la saison. Pour l'instant, ça n'a pas très bien démarré, mais s'il fait le doublé. Oui, c'est vrai. S'il fait le doublé Tour des Flandres-Roubaix, c'est vrai qu'on en rediscutera à ce moment-là. Je fais aussi le compte avec toi, on fera les comptes ensemble. Un petit mot quand même sur le troisième homme qui a fini deuxième, mais bon, on n'en a pas beaucoup parlé. Filippo Ganna. Il a fait une course, mais alors une machine, mais c'est abusé. La cadence de pédalage, elle était incroyable parce que je regardais un petit peu, tu avais les autres qui étaient dans un rythme un peu moins soutenu. Lui, franchement, c'est abusé, les jambes affûtées et il revient à chaque fois. Et je regardais avec des amis justement, ils me disaient ouais, il est lâché, etc. Et en fait, on a plutôt l'impression qu'il a lissé. Il savait où il pouvait pas aller.
Et donc, du coup, il a lissé à chaque fois son effort en mode bon, là, c'est mort, je pourrais pas à cette vitesse, mais je vais les récupérer au bout d'un moment. Enfin, Ghana, la course, elle est somptueuse, quoi. Il a totalement lissé. Va sur Strava, sauce un peu ses efforts. Il est constant dans sa vitesse de pointe. Le RPM, hein, tu le citais sur la tête de Tadej Pogacar, il monte à 129 de RPM. C'est monumental. Il t'a fait des efforts que seul lui est capable de faire parce que tu mets 99% du peloton lâchant comme il a lâché au fur et à mesure Tadej Pogacar et Mathieu Van Der Poel, ils lâchent tous dans la tête. Ils prennent 1, 2, 10, 100 mètres et c'est fini. Ils finissent comme Romain Grégoire. Donc non, l'effort qu'il nous a fait, il est monumental et il finit avec littéralement 2 monuments vivants. Parce que les monuments, tu le disais, Mathieu Van Der Poel, il les empile et il empile de très bons résultats. Mais Tadej Pogacar aussi. Au final, en fait, derrière, il y a quoi? Il y a Remco Evenepoel et je crois que c'est Flo Pigeon qui nous disait, lui ramasse les miettes et puis tu as quelques petites poignées d'élus qui vont chercher au hasard des circonstances un monument, mais sinon c'est les deux qui se partagent vraiment la part du butin. Ouais, et Ghana, Ouais, 2 fois Remco, deuxième derrière Van Der Poel, si ma mémoire est bonne, sur Milan-San Remco, Remo en c'est quand plus. même plus que des miettes, hein, si je peux me permettre. Il y a quand même les 2 JO, les Ouais. 2 monuments à Liège, il est champion du monde. Remco, pour moi, c'est le 3e homme, mais il a trop souvent été blessé. Ouais, c'est On vrai. parle de monuments. De monuments, Ouais, mais bon, il monuments, remporte les jeux, Liège-Bastogne-Liège sans. les jeux et les euh, championnats du monde, Tim, c'est dans un palmarès, c'est au moins Ouais, aussi fort qu'un monument. ouais. Peut-être même mais à plus. chaque Oui, mais à chaque fois, il a gagné et on le rappellera en l'absence de Tadej Pogacar. C'est vrai. Ça, c'est vrai qu'on aimerait bien. Sauf Ah son non, mondial, ok, voilà. mais là je te parle en termes de monument. Et Le puis mondial n'est pas un monument. même Liège, l'année où Pogacar tombe, Oui, bah, mais évidemment, et il ça fait tombe. partie du jeu, hein, de rester sur le Ouais. vélo. Hein. Oui, Et il est tombé parce qu'il a merdé, hein, soit qu'il était mal placé, soit qu'il a pris un trou, soit qu'il a mal frotté, c'est aussi sa il a faute. pris un Hein. trou. Ouais, Il a pris un trou. et l'année Il a d'après, pris un Voilà. trou en c'était défense. Remco qui n'était pas présent. Le rendez-vous Oui. n'a pas encore été pris, mais Remco est encore très jeune. T'as des Pogacar aussi, donc on a Le le temps rendez-vous, de. quand il est pris au Lombardie. Et le Lombardie, force est de Ouais, constater que oui, Remco Evenepoel est très fort. Oui, c'est le plus fort des autres. et là-dessus, Mais il est à c'est très des bien pour années-lumière de. La Lombardie, c'est pas là où tu attends le duel. Le duel, tu le veux à Liège, parce que sur Liège, c'est des côtes plus courtes et plus punchy, plus dans les qualités d'Evenpool. Mais pour moi, il y en a 3 qui sont au-dessus. Et j'ai pas envie de dire que Remco ramasse les miettes parce que ça a été trop circonstancié. Et quand on l'a attendu, il a quand même souvent répondu présent. Son année l'année dernière, elle est quand même complètement dingue. Hein. Je sais pas si on se rend compte du truc. Il est pas vélo d'or parce que tu as 2 Martiens devant, mais si tu prends la saison de Remco et que tu la places n'importe quelle autre année, c'est le meilleur du monde sans conteste. Ouais, c'est compliqué Et pour Remco. les 2 dernières années, en fait, les 2 dernières années, tu as littéralement 3 coureurs qui prétendent, avec Ouais, leur palmarès sur l'année, à avoir un vélo d'or. ouais. C'est monumental. Ouais, On est c'est. dans une génération dorée qui est Bah, éblouissante. surtout qu'il n'y a pas de partage. Parce qu'en fait, une saison comme Remco, s'il y avait du partage un petit peu à droite à gauche, ok, tu passes largement sans aucun problème. Mais là, le problème, c'est comme il n'y a pas de partage, du coup, c'est-à-dire que si tu gagnes pas ces courses-là, c'est tes potes qui gagnent les courses. Et donc, du coup, tu finis derrière. Je veux juste entendre Jérémy pour Ghana. T'as pensé quoi de sa course, voilà, de la façon de courir de Ghana et même voilà, de ce qu'il a réalisé sur ce Milan-San Remo, parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Pas étonné, parce que je l'avais joué vainqueur pour essayer d'avoir un peu une meilleure cote que Van Der Poel. Pas étonné de le voir accompagner les 2 meilleurs. Moi, j'ai plus été étonné du gap par rapport aux autres favoris, entre guillemets, notamment Pedersen, qui a pas du tout joué avec les meilleurs. Ouais, c'est Pas vrai. étonné parce qu'on a tous vu le Tirreno qui a sorti Ghana, on a tous vu ce premier chrono où il écrabouille la concurrence, qui était affûté, il fait 2e du général, il a bien couru, il a pris des bonifs. Donc non, pas étonné. Là où il m'a vraiment impressionné, et je crois que la team a parfaitement résumé, donc je vais pas en faire des caisses, c'est qu'à chaque fois il est revenu à la tête, quoi. Ouais, c'est fou. Lâché au sommet de la Cipressa, lâché quasiment au pied du Poggio, et il est encore là, non seulement pour rentrer, mais pour aller prendre la 2e place
à notre ami Pogacar. Van Der Poel n'a pas fait d'erreur, mais si Van Der Poel avait fait une erreur, ça aurait pu être pour Ghana. Donc franchement, c'est pareil. Lui aussi, j'aimerais bien qu'il soit récompensé un jour. Peut-être à Roubaix, je sais pas, parce que Van Der Poel sera encore très dur à battre à Roubaix. Puis j'ai beaucoup parlé de Van Aert. Mais lui aussi, il tourne autour, hein, des places d'honneur, que ce soit sur les jeux, les mondiaux de chrono, même s'il a déjà gagné, etc. Il commence à les accumuler. Hein. San Remo, il était déjà pas passé loin la dernière fois. Va peut-être falloir scorer Pipo parce qu'il mérite. Ouais, c'est vrai, mais on le disait, hein, comme pour Remco avant. Enfin bref, c'est juste qu'il y a tellement de miettes qu'il faut s'en emparer quand c'est possible. Voilà. On faisait la réflexion aussi quand on regardait la course. Que ce serait compliqué à partir du moment où il s'isole avec les deux. Hein. En descente, il est moins bon, donc forcément, il pouvait pas faire de différence. En montée, on savait qu'il prendrait un petit tir et que après, faudrait rattraper le retard sur la Via Roma. Donc, en fait, c'est s'il rentre après Van Der Poel au sprint. Ouais, dans ce cas-là, il doit pas passer. Ouais, et il passe aussi parce qu'il veut pas que derrière ça revienne, mais bon. Non, mais il passe. C'est même pas pour ça qu'il passe. Je pense pas que Ghana il joue le podium, même si tu pouvais assurer le podium. Je pense qu'il passe parce qu'il est avec deux mecs incroyables et il se dit, mais je vais pas faire petit bras quoi. Je suis pas le Rui Costa de l'échappée. Petite pensée pour Dos Santos, mais je pense qu'il est là. Voilà, je suis un bonhomme, je passe et je pense qu'il se pose même pas la question. Alors il passe à des relais peut-être un peu plus léger, mais il a donné ce qu'il pouvait donner et c'est peut-être son erreur. Ouais. Et après, moi, je voyais pas perdant pour les trois parce que si jamais il basculait dans la descente avec eux, au sprint, Ghana, il va très vite hein, et je me le voyais pas forcément perdant face à. Non, mais avec les scénarios de course, mais je me dis à trois au sprint ensemble sans ce scénario avant où il doit refaire l'effort dans la descente, etc. Oui, et cramer. Sans le scénario, mais. Faut pas qu'il les décroche parce qu'à partir du moment où il les a décrochés, il a lâché tellement de cartouches. Oui. Après, tu me diras que Tadej Pogacar aussi, en lâchant 6 attaques, forcément, il aura moins de tonus sur le sprint. Et la question, en fait, c'était vraiment Van Der Poel. Quel type de sprint il allait nous lâcher? Et Jérémy l'a dit en début de podcast. Il a été intelligent. Il a travaillé ses sprints longs, même si Van Der Poel, à l'aube de sa carrière, était déjà bon. Hein. Je crois que c'est aux boucles de la Mayenne en 2016, un truc dans le genre. Je l'ai vu lancer à 350 mètres, 300 mètres un sprint et le remporter face à des sprinteurs. Donc c'est pas non plus le coureur le plus ridicule sur les sprints longs, même si c'est là où il est le plus prenable. Bon, on se rappellera des boucles de la Mayenne. Bisous bien sûr à toute la Mayenne hein, qu'on embrasse, évidemment. On termine juste sur les Français, vite fait, parce que bon, c'est la pire course depuis 2004. On a Quentin Paché 29e. On a vu Romain Grégoire seul, éclairci de notre soleil tricolore, qui a réussi, 5 mètres, mais qui a tenté de s'accrocher. D'ailleurs, en interview derrière, il a dit je me suis brûlé les ailes, voilà, tout simplement. Et c'est vrai que après derrière, il a eu le contre-coup, mais finalement, même dans le sprint derrière, les Laurence qu'on attendait pourquoi pas et tout, il n'y a pas eu forcément de choses à dire à la Philippe. Bon, voilà, dans un Philippe il y a 5 ans, pourquoi pas, mais aujourd'hui c'est compliqué. Donc non, je sais pas si vous avez quelque chose à dire sur nos amis les Français qui. Ouais. Sur Grégoire, parce que c'est le seul qui s'est vraiment mis en évidence. Moi, j'aime bien ce qu'il a fait. J'aime bien le culot, l'idée de se dire, vas-y, je me fais péter le caisson, c'est pas grave, mais j'essaye. Et c'est comme ça que tu apprends. Tu vois, il y a quelques années, il y avait pas mal de débats à la télé, notamment à l'époque où j'écoutais sur France Télé, où il y avait Laurent Fignon, etc., qui expliquait comment progresser quand tu es un coureur du classement général. Bon, là, c'est différent, c'est quand tu es un classic man. Et il disait, c'est toujours mieux quand tu es jeune de rester dans le peloton des favoris le plus longtemps possible pour mesurer ce qui te sépare des meilleurs, trouver tes limites et essayer de les repousser étape après étape, mois après mois, année après année, que de partir dans les échappées pour se faire plaisir ou pour éventuellement aller chercher le maillot de grimpeur, etc. Et là, Romain Grégoire, en faisant ça, et quelque part, il a pris rendez-vous. Il les a suivis, pas longtemps, mais il les a suivis. Et la prochaine fois, il les suivra peut-être un petit peu plus. Et la prochaine fois, la fois d'après, il prendra peut-être encore plus de coffres. Et moi, je me dis, un jeune comme ça, qui a le culot de se jeter dans la roue des trois monstres en débranchant le cerveau et en se disant, vas-y, je vais jusqu'au bout. C'est pas grave si je me fais péter. Moi, que Romain Grégoire, il soit 29e, qu'il soit 58e ou 114e, finalement, je m'en fous un peu. J'ai vu ce que je voulais voir et je me suis dit, ce gars-là, il en a dans le caleçon, quoi. Tu vois, on le reverra un jour et on le reverra certainement aller plus loin encore. Ouais, je l'espère aussi. Thibaut, tu avais quelque chose à dire de particulier
ou, Ah non, mais sur Romain Grégoire, c'est son intelligence de Ouais, il est bien course. placé. Il savait très bien que il savait très bien que ça pouvait se jouer dans la Cipressa. Il a demandé à son équipe de le placer. C'était le point d'interrogation. Est-ce que les Groupama FDJ réussiraient à bien placer Romain Grégoire pour le mettre dans le jeu? Très clairement, ils l'ont fait. Donc tu ne peux que avoir des points de satisfaction, même si tu t'es brûlé les ailes en chemin. On demande dans le chat, je sais pas si toi, Thibaut, comme tu calcules à peu près tout, si tu as les watts de Grégoire hier par hasard. Je sais pas si tu l'as vu passer ou pas, ou non. Je pourrais les avoir en loose day, mais je Très bien. garderai ces chiffres silencieux vu qu'il ne les publie pas. Ok, très bien. C'était une question. On y répond comme on veut, comme on peut. On passe aux filles maintenant, les gars, puisqu'on a eu la première édition. Alors, on s'est fait bien sûr rattraper par la patrouille sur X en disant oui, la première édition historique, blablabli, blablabla. On sait qu'il y a eu la Primavera Rosa il y a quelques années. C'est juste que là, c'est vraiment l'entité Milan-San Remo, etc. C'est la première édition. Je dis pas que c'est tout nouveau, mais c'est un fait, c'est la première édition de Milan-San Remo Donne pour les femmes. Donc avec la victoire de Lorena Wiebes sur cette première édition. Jérémy, t'en as pensé quoi de la course, du coup parce que d'un point de vue général, parce qu'on savait que c'était taillé pour Lorena Wiebes, mais finalement, quand on les voit, parce que ça fait un petit moment qu'on les a pas vus, du coup, on les a pas vus du tout pour cette génération-là, mais comment t'as trouvé, comment ont couru les filles, comment s'est passée la course? Alors, unpopular opinion, j'ai beaucoup aimé ce final, j'ai beaucoup D'accord. aimé cette course. Beaucoup de gens ont émis des critiques, peut-être à juste titre, en disant ouais, finalement il s'est rien passé, personne n'a fait la différence dans la Cipressa, personne n'a fait la différence dans le Poggio. Ouais, mais ça on l'a vu chez les garçons, donc c'est bien d'avoir un autre type de scénario. Milan-San Remo pour sa première édition fait la part belle aux sprinteuses, elles sont quasiment toutes passées, hein. Vibos, Vos, Balsamo, elles étaient quasiment toutes là parmi celles qu'on attendait. Moi je suis content que Milan-San Remo récompense les sprinteuses. Vibos, tu dis c'était taillé pour elle. Ouais, mais c'était pas si évident que ça au départ. Moi, tu m'aurais dit, il y a 3-4 coureuses qui basculent au sommet du Poggio avec Vollering, Peterse, Longo Borghini, Kopecky, et elles se jouent la victoire à 4. J'aurais pas été plus étonné que ça. Finalement, on s'aperçoit que le niveau a augmenté de plusieurs crans depuis quelques années. Ouais, Là, c'est la c'est première édition de Milan-San Remo, homogène. mais je me rappelle la première édition du Tour de France. Sur les champs, t'avais des lâchers, t'avais des coureuses hors délai parmi des formations du World Tour, notamment la Roland Kogeas. Cette époque-là, elle est pas si lointaine, hein, c'était 2022 et elle semble déjà révolue. On a l'impression que maintenant, il faut faire des différences de maboule pour réussir à gagner une course. Tu regardes le top 10, tu as des profils complètement différents. Tu as Juliette Labousse, tu as Chloé Deigert, tu as Kim Lecourt qui est omniprésente, tu as Vollering qui fait 4, PFP qui se fait reléguer, on ne sait pas trop pourquoi, mais qui est quand même là. Finalement, et je vais conclure là-dessus, j'ai vu chez les hommes la course que je m'attendais à voir chez les femmes, et inversement, dans des proportions peut-être un peu différentes, mais tu vois, les Milan, les Philipsen, les Pedersen, je les voyais peut-être à meilleure fête. Et j'ai vu cette course-là chez les dames, et ça laisse encore une fois, je le répète, mais augurer d'une saison complètement indécise, y compris sur le Tour de France, pas que sur les classiques. Et moi, je trouve ça hyper prometteur. Alors après, une fois qu'on a basculé au sommet du Poggio, il y avait Vibos qui était là avec Kopecky. Et là, on savait que c'était un penalty, malgré la belle tentative de Longo Borghini. C'était évident que Vibos allait les cramer, d'autant plus qu'elles ont couru intelligemment, que Kopecky a fait le boulot, que Vibos a attendu jusqu'au dernier moment pour lancer son sprint. Donc c'était encore une fois difficile de les battre. Je pense même que Vibos était imbattable. Ouais, non mais en plus moi c'est vrai que dans le Poggio il s'est pas passé grand chose, ça il y a pas de problème là-dessus, c'est pas grave, mais en fait il faut aussi un temps d'adaptation, c'est-à-dire que Pogačar il a pas attaqué dans la Cipressa première édition parce qu'il a vu, en fait il faut aussi se faire à Milan-San Remo, et ça aussi c'est pas mal parce que finalement comme le scénario est jamais écrit d'avance, tu sais pas vraiment comment tu dois faire, si tu dois attaquer sur le haut, s'il faut commencer à aller vite sur le bas, s'il faut mettre du tempo avant dans les capots, enfin il y a les capis. Il y a pas mal de choses et qu'il faut apprendre, et je pense que la première édition c'était en mode apprentissage, même s'ils l'ont vu et ils ont fait des reconnaissances, mais j'ai trouvé ça moi aussi très sympathique avec des coureuses, il y avait un petit peu de tout, tu disais il y avait même la jeune Kat Ferguson et tout, enfin bref c'était quand même plutôt bien pour une première édition avec
une vainqueur assez logique finalement, même si ça n'était pas écrit d'avance. Quelque chose à dire, Tip, sur cette course féminine? Alors pour Ferrand Prévot, pardon, on me dit dans le chat, ouais, on comprend pas pourquoi, etc. Bon, après, c'est juste qu'elle a, au moment, je sais pas ce qu'elle fait en fait, au moment d'arriver, elle dévie sur la droite, elle gêne personne, hein. Enfin, elle gêne quasiment personne s'est plaint, etc. Mais juste elle dévie sur la fin, je sais pas pourquoi, mais bon. Honnêtement, hein, moi, alors j'ai pas revu l'image une fois que j'ai appris la news, mais en live, ça m'a vraiment pas choqué, ça n'a pas eu vraiment d'impact. Visiblement, elle aurait un peu gêné Noémie Rueg, mais en se décalant d'un petit peu trop. T'es dans la dernière ligne droite de San Remo, tu fais pas d'écart violent ni sciemment. À un moment donné, laisse couler, quoi. Bon, de toute façon, pour elle, je pense que 4 ou 12, si tu veux, ça change pas grand-chose. Mais non, dans tous les cas, c'est hyper prometteur et hyper positif parce que là, elle a vraiment la bonne canne, hein. Podium au Stradé, quasi podium à San Remo. Je pense qu'elle l'avait aussi dans les jambes sur Binda si elle se sacrifie pas pour Vos. Donc, ouais. Pauline Ferrand-Prévot, n'oubliez pas son nom dans les prochains mois. Ouais. Ne l'oubliez pas même pour les grands tours. Ouais, c'est clair. Ça va être, enfin, c'est comme tu disais, ça va être tellement homogène et ça va être super serré. Donc, Tim, maintenant, on te laisse la parole pour cette édition féminine, cette première édition féminine de Milan-San Remo. Bah, moi, le premier truc que j'ai bien aimé dans cette édition féminine, c'est son placement parce qu'au final, elle a réussi à rythmer un peu plus le suivi de la course masculine dans une période de transition où c'est énormément calme et elle a rajouté un peu de peps à la diffusion. Maintenant, ce que je regrette, c'est d'en faire une appellation monument. Je pense que ça a été dit et redit. Le cyclisme féminin a aussi son identité et probablement que le trophée Obinda est plus un monument que Milan-San Remo. Ouais. D'autant plus que ce Milan-San Remo, oui, ressemble au cyclisme masculin avec le même final, mais n'a pas la même difficulté. Et le peloton féminin est de plus en plus professionnel. Donc une distance de 160 km avec si peu de dénivelé, il n'y aura pas suffisamment de fatigue pour cet enchaînement Cipressa-Poggio du côté des féminines qui ont les qualités que les hommes ont. Donc faudrait peut-être rajouter plus de distance, plus de fatigue avec plus d'heures de course pour essayer d'avoir un scénario qui sera peut-être différent parce que honnêtement, si tu gardes cette distance, je pense pas que Lorena Wiebes, dans la forme actuelle et dans sa condition, dans sa façon de passer les bosses, soit indétrônable. Oui, ils vont s'adapter aussi, je suppose, aussi du côté de l'organisation. Mais en bref, c'était quand même assez réussi pour une première. Aussi bravo à Juliette Labousse, hein, la française qui est partout. Hein, et en tout cas, elle roule beaucoup et elle est en grande forme en ce moment. Et dommage qu'elle ait Demi Vollering dans son équipe parce que sinon elle était leader. Mais là, du coup, elle a roulé. Elle a fait une belle place aussi, comme sur l'Estradé. On a fini avec toute cette histoire de Milan-San Remo. On va pouvoir souffler. Tant mieux. On va faire juste rapidement. On n'attaque pas parce qu'il y a 2-3 petites courses qui arrivent. Jérémy, d'ailleurs, tu es bien concerné. On va pouvoir peut-être en parler ou autre chose d'ailleurs si vous avez envie. C'est l'heure de on n'attaque pas. Stop, les amis, on va vous freiner un petit peu pour faire une petite page de pub avant le retour de l'émission. On va vous parler de l'ACA. Vous connaissez déjà les assurances pour la maison, pour une voiture, mais vous aimeriez bien aussi assurer votre vélo qui vous a coûté un bras. Eh bien, ça existe avec cette assurance, l'ACA et l'AKA. Ce qui est bien, c'est que cette assurance s'adresse vraiment aux cyclistes. Vous pouvez casser votre vélo dans votre sortie du dimanche ou en course. L'ACA vous protège dans ces moments-là et vous pouvez stopper cette assurance quand vous le voulez. Et un petit cadeau avec le code SADERAIL. Vous obtenez un mois gratuit. Attaque de Pierre Rolland encore une fois. Personne ne réagit. J'avais mis des petits trucs sur le conducteur, sur le conduct, si jamais vous aviez envie. Est-ce que Jérémy, de quoi veux-tu parler? Tiens, est-ce que tu as envie de parler de quelque chose de... Voilà, qui sort de ce qu'on n'a pas parlé de Milan-San Remo. Te teaser le gros morceau de cette semaine en ce qui concerne les courses par étapes sur Eurosport et sur Max, c'est le Tour de Catalogne, donc qui commence demain, ce lundi, pour ceux qui écoutent en podcast. Et avec un plateau, ma foi, assez alléchant. Alors, vous avez tous suivi ce qui s'est passé chez Visma avec le forfait finalement de Vingegaard qui devait venir et qui ne vient pas. Pogacar, qui est tenant du titre, lui, ne reviendra pas avant le Dauphiné en ce qui concerne les courses par étapes. Malgré tout, quand tu vois la liste un peu des noms alignés, t'as Ayuso qui vient en favori après Tirreno. T'as Roglic qui s'est quand même beaucoup caché en début de saison et on ne sait pas trop dans quelle forme il va se présenter après l'Algarve. T'as Adam Yates, t'as Enric Mas, t'as Carapaz, t'as Mikel Landa.
Egan Bernal Ouais, aussi. On a du beau monde, hein. Egan Bernal aussi, ça m'excite un peu. Enfin, il y en a deux, c'est Zawar, Roglic, le niveau. Egan Bernal, comment il s'est remis de sa chute parce qu'il était plutôt bien. Voilà, vraiment une édition assez ouverte aussi, on va pas se mentir, même si UAE est souvent bien placé, mais j'avoue. Oui, bah, ce sera dur de battre UAE, mais en même temps, ils sont pas imbattables non plus, surtout quand Pogacar n'est pas là. T'as Van Aert Velde, t'as Lenny Martinez. Ouais, t'as plein Lenny de jeunes Martinez, qui ouais. vont suivre. Non, Voilà, non, ça va être, je pense que ça va être très sympa comme semaine. chaque équipe vient avec un cador, on va dire quelqu'un capable de quasiment de gagner. Hein. Je parle même Van Helvelt ou Martinez qu'on parle en dernier, pourquoi pas. Hein. Mais voilà, c'est assez excitant le Tour de Catalogne que l'on va pouvoir suivre. Donc sur Eurosport, sur Max et avec ta voix. Tu fais combien de temps ? Tu fais Lundi, mardi, demain, après-demain. Eh bien, il faut écouter lundi, mardi. Non, mais je te suis, mais toute la semaine. Hein, mais oui, bien sûr. C'est vrai que c'est toujours sympa de bosser sur ce genre de course parce que bah, le niveau est dingue. C'est du World Tour, donc les victoires se jouent toujours à l'arraché. Je me rappelle la première étape l'année dernière qui était complètement folle dans le final. Ouais. Ça se finit encore tu sais, dans le circuit Tour de Montjuïc à Barcelone, donc des routes que les gars connaissent par cœur. Et le Tour de Catalogne, c'est toujours spectaculaire. Ouais, oui, c'est la première étape l'année dernière, c'est avec Nils Schulz qui surprend Tadej Pogacar de mémoire, c'est ça, ouais. Voilà. Thibaut, qu'est-ce que tu veux nous dire là ? Qu'est-ce que tu as vu ? Qu'est-ce que tu veux nous raconter ? Allez, on va partir sur l'amende de Isal del Toro sur Milan-Turin pour un zip qui pouvait plus se fermer parce qu'il était pété. C'est abusé. Ça, il faut qu'il refasse en pleine course. C'est abusé. On va faire quoi ? On va aussi mettre des amendes pour les coureurs en plein été qui, dans l'école, ont leur maillot ouvert. Là, en plus, c'est indépendant de sa volonté. Je pense que s'il avait eu l'occasion, il aurait montré le sponsor. Et puis, enfin, c'est surtout l'argument atteinte à l'image du cyclisme. C'est quoi ? On est sur un body shaming inversé où on montre un corps en bonne santé. Ouais, bon, écoute, c'est une amende qui paiera le salaire du président du CIO que l'appartient ne sera pas, quoi, c'est tout. Ah, oh là, c'est magnifique, c'est un poème. On n'en dira pas plus sur cette phrase. Je voulais, alors, une chose, moi, je veux parler des classiques qui arrivent cette semaine, pendant que Jérémy pianote sur son téléphone. Juste, on demande dans le chat s'il y a eu des news de Utebrooks qu'on a vu à la peine sur des différentes courses. Tirreno, c'est ça, où il était en difficulté et il avait encore une fois compté son mal-être au micro des journalistes qui étaient présents sur place, donc pas de nouvelles, ça c'est sûr. Ça peut être un sujet hein, parce que on a Utebrooks qui ne soigne pas son problème. Est-ce qu'on n'est pas sur le même problème que Haru ou que Folim Ferrand-Prévot il y a quelques temps avec un problème de l'artère iliaque, on le sait, hein, ça a un peu miné la fin de carrière de Fabio Aru et ça l'a plongé peut-être sur une retraite un peu plus anticipée avec un manque de résultats après. On a Christophe Laporte aussi qui n'arrive pas à trouver le chemin de la compétition avec des entraînements adéquats. Est-ce que ça mériterait pas de se pencher du côté de problèmes médicaux mal soignés chez la Visma Lease the Bike ? On peut se poser la question. Hein. Il y a aussi, moi, ce côté un peu mental, où en fait, ils ont commencé très tôt. En Belgique, on le sait, en France aussi, hein, mais en Belgique, on porte vite les coureurs dans les sommets. Donc, du coup, ça fait la une de tous les journaux, etc. Tu as aussi cette usure mentale, déjà dès le début, chez les jeunes, qui fait que, ils sont un peu brûlés les ailes aussi, et derrière, c'est un peu compliqué. Bref, voilà, je voulais pas parler de ça, mais c'était dans le chat, donc je me permettais de le dire. Moi, juste pour les classiques d'avenir, même si ça nous excite moins que le Tour des Flandres, mais voilà, j'ai quand même envie de voir le Grand Prix 3 avec Pogacar qui est là à ce moment-là encore. Il y a la classique Bruges de Panne qui est assez aléatoire, on va dire. On ne sait pas trop ces sprinters, si ça va partir en bordure, etc. Au Gand-Wevelgem. Donc cette semaine, on va quand même se régaler dans les classiques avant le Tour des Flandres. Et donc du coup, j'ai envie de voir encore de belles bagarres. Et puis ça ne me dérange pas si les cadors soufflent un peu, laissent un petit peu aux autres, un petit coup à Pedersen et tout pour qu'on arrive sur le Tour des Flandres avec un maximum de favoris et de confiance. On termine là-dessus pour On attaque pas. On va rentrer dans la dernière ligne droite. Vous le savez, vous m'avez demandé en commentaire s'il y allait y avoir un quiz. Il y a bien quiz, les amis. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. Oh, j'ai pas compris la question, c'est...
Et donc on va terminer avec Jérémy. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui? Parce que c'est vrai qu'on a été vite, d'habitude on fait ça un peu plus tard dans la semaine, mais là c'était tellement à la folie qu'on s'est dit on se réveille ce matin, enfin pour Jérémy parce que c'est le matin encore pour lui, et on y va, on fait une émission, mais du coup, le quiz, est-ce qu'il a été préparé? Est-ce qu'il a bien été préparé? Ouais, alors le réveil a été difficile, hein. Je me suis péniblement extirpé du lit à 10h. Aïe, aïe, aïe. Mais j'ai quand même fait un quiz, effectivement. Mais sur le même principe que la semaine dernière, parce que vous m'aviez dit que vous aviez bien aimé. Donc je vais simplement augmenter le nombre de propositions à votre disposition. Vous en aurez 2 par personne. Oh, et 3 t'es bien aimable. Donc le principe pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière, c'est je donne des noms. Et ces noms-là ont remporté la même course. Donc il faut trouver la course en question. Vous pouvez m'interrompre un petit peu n'importe comment, mais évidemment, s'il reste des noms derrière, vous perdez des cartouches inutilement. Ok. On va commencer par une course où je n'ai que des noms chez les garçons, mais la course existe aussi chez les dames. Simplement, j'ai répertorié que des vainqueurs chez les hommes. On commence avec Vincenzo Nibali, Wout van Aert, Milan-San Remo. Sean Kelly. Pardon? Milan-San Remo. Non, c'est une mauvaise réponse. Sean Kelly, Michael Matthews, Alexander Christophe, Sylvain Chavanel, Elia Viviani, Oliver Nason. C'est Gant-Wevelgem, ça? Non, tu ne peux plus jouer. Ce n'est pas Gant-Wevelgem. Je regarde le chat, en revanche, je surveille. c'est une classique World Tour. Je ne donnerai pas plus d'indices. Et on me donne dans le chat étape du tour. Oui, bon, Non, c'est une course, attention. Non, on parle d'une classique. On parle vraiment, on parle. C'est pas des victoires d'étape. Hein. C'est le nom au palmarès d'une épreuve. Ah, Thibaut, je t'ai bien aidé là, parce que je pense que on n'est pas loin. Ouais, mais le truc, c'est que. Je redonne les noms. C'est Nibali, Van Aert, Nibali qui me. Kelly, Matthews, Christophe, Chavanel, Viviani, Nason. Moi, je peux pas aider. Hein. Ça va, à mon avis, il n'y aura pas de points. L'année où Van Aert gagne, il gagne devant Axel Laurence. Oh bordel. Bon, pas de points, c'est terminé. Ouais, c'était la Bretagne classique. Oh, j'étais très loin. Je pensais vraiment. Attends, Nibali, oui, c'est vrai. Ok, pas de problème. Le chat avait dit le chat a dit Plouet, mais bon, voilà, ça compte pas. Ouais. Yoann, je te laisse relayer le chat, que je ne vois pas. Je vois au fur et à mesure, t'inquiète pas. On repart avec Tadej Pogačar. Du coup, il y a beaucoup de courses possibles, oui, évidemment. Michal Kwiatkowski, Alexei Lutsenko, Oyer Lascano. Ah, c'est la classique à Rennes. Rennes, mais évidemment, premier point pour la team. Il n'y a que 4 éditions, donc 4 noms à disposition. C'était un indice en soi, finalement. Allez, on enchaîne. Remco Evenepoel, Alexandre Vinokourov, Anna van der Breggen, Marianne Vos, Paolo Bettini, Kristen Faulkner. Les Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques, deuxième point pour la team. Non, mais je suis trop loin. J'étais en train de réfléchir, Van der Breggen, mais oui. Bien joué. JO, ça a été donné juste après. 3 courses, donc balle de match déjà pour la team. Bon, c'est super. Frank Schleck, Thibaut Pinot, Chris Froome. Tour des Alpes, c'est pas bon. Tu n'as plus qu'une seule possibilité. Frank Schleck, Thibaut Pinot, Chris Froome, Cadel Evans, Jean-Christophe Perrault, Jens Voigt, Thierry Fedrigo, Ivan Basso, Laurent Brochard et Bobby Julich. C'est là, ça arrive au Montfaron là. Je redonne les noms. C'est pas ça? Le Tour de la France. C'est pas bon pour la team, tu ne peux plus jouer. Je redonne les noms. Schleck, Pinot, Froome, Evans, Perrault, Voigt, Fedrigo, Basso, Julich et Brochard. Et je donne un indice supplémentaire. Cette course n'existe plus. Eh, c'est Grand Prix Méditerranéen? C'est pas ça? Non. Je suis pas loin. Je suis sûr que je suis pas loin. Non, si t'es loin, t'es loin. Ok, je suis loin. C'est bon, je l'ai. Bah, dis-le alors si tu l'as. Non, il peut plus, il a déjà joué 2 fois. Ah, je peux plus. Envoie-moi un texto. Je peux plus. Envoie-moi un texto. Alors, je vais donner un dernier indice.
C'est Il va mon peut-être téléphone le qui mettre sur filme. la voie. Cette course, ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est en partie, sur certaines éditions, disputée en Corse. Alors là, c'est terrible, hein, parce que là, je vois exactement, parce que Jens Vogt l'a gagné plein de fois. Je l'ai pas. Je l'aurais pas. Je suis désolé. C'était Critérium international qui a été donné dans le chat. C'est le pas moi. Critérium Mais oui, international. mais oui, effectivement, mais oui. Le point pour le chat. Ah, je l'avais plus en tête, je le Terrifiant. savais. Voigt, il a gagné 100 000 fois cette course. Ah là là, je m'excuse auprès des suiveurs. 2-1-0, À tout partir le du monde moment où encore c'était gagné. course disparue, c'était facile, quoi. Ouais, là c'était facile. Jonas Vingegaard, Joao Almeida, clin d'œil à Rémi Dos Santos, Matej Mohoric, Remco Evenepoel, Pavel Sivakov, Michal Kwiatkowski, Dylan Teuns, Tour de Pologne. Tim Wellens, Tour de Pologne, le point Yes. pour Johan Tritt. Je suis pas Fanny. On est à 2-1-1. Ah. Il ne reste plus qu'un seul truc à trouver. Et donc, celui qui gagne, La dernière Prévost. celui-là, gagne le quiz. Et évidemment, la dernière prévaut. C'est Comme parti. Pauline. Là, il y a quelques noms aussi. Vous ne jetez pas à corps perdu, même si le point commun me semble assez évident. Thomas Voeckler, Jackie Durand, Laurent Jalabert, Arnaud Desmar, Nasser Bouhanni, Laurent Fignon, Bernard Hinault, Evita Music, Championnat de France qui a été donné dans le chat. le championnat de France. Oh là là. Ouais. Ah non, mais c'était Évidemment. hyper dur. C'était hyper dur parce que tu Terrifiant. donnais que des mecs qui avaient 50 victoires en carrière. C'était abusé, quoi. Et savoir Il lequel me restait croiser. il me restait encore Arthur Vichot et Juliette Labousse Ouais, pour là, vous soit- mettre sur les, Pichot, ça aurait été un peu sur plus. les rails. Bravo. Qui a gagné C'est le chat. C'est le Ouais. chat, hein, c'est pas moi. Désolé, j'étais en train de regarder le qui chat. avait mis, mais je ne vois pas avec. Je vais tout vous dire, j'ai le soleil dans l'écran. Je n'ai pas vu qui avait écrit, mais en tout cas, je T'as du sais que. soleil, toi. Je sais pas où tu vois le soleil parce que. Ah, attends, mais moi j'ai un microclimat ici. Tu vois pas? Ah non, tu peux pas voir, mais je suis ébloui Non, par je le. Je peux pas voir, mais Je suis le soleil, il est pas flagrant quand même. Hein. Ouais, je suis ébloui par le soleil. Oh là là, c'est la folie. Merci Moi, je Jérémy suis pour. ébloui par la chute de Lou Jean Monod, c'est pour ça aussi. Oh là là, donc ça parle biathlon évidemment pour ceux qui n'ont pas la ref ici, qui ne regardent que le vélo. Merci Jérémy pour le même. quiz. Merci les gars pour de vous être levés tôt ce matin pour faire ce petit épisode sur Milan-San Remo. Alors on se retrouve. Pour vous dire, juste avant pardon, le Tour des Flandres, donc juste après toutes les classiques 3, Gain-Wevelgem, classique Bruges de Panne, etc. Donc on se retrouvera avant le Tour des Flandres pour savoir qui est vraiment le favori, savoir si Pedersen est revenu dans la course, etc. Blablabli, blablabla. Et puis après, ça va enchaîner Paris-Roubaix, Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et on le sait ensuite Liège-Bastogne-Liège. On n'arrête jamais. N'hésitez pas, si jamais Cola, vous voyez Cola, vous avez connaissance d'Anthony Cola, de lui envoyer un petit message voilà, quand il reviendra ici. J'ai appelé Elodie pour être sûr Ah, que tout se passe merci. bien. Merci, il reviendra, je pense, pour les classiques. Conseille-lui une petite tisane, citron, gingembre. On sait jamais, c'est pas mal pour les gueules de bois. Oui, en tout cas, j'espère qu'il reviendra pour les classiques pavés pour qu'on puisse en discuter allègrement de tout ça, mais ça a été vraiment très drôle pour nous. Merci à tous aussi dans le chat, et puis donc à la semaine prochaine du coup. Salut! Ciao à tous. Ciao. Ciao.